tout le sous-entendu de cette absorption, entre guillemets, des territoires ukrainiens, c'était maintenant qu'ils sont russes, nous les défendrons jusqu'au bout avec tous les moyens, y compris nucléaires. Et là, sous nos yeux, on a la preuve que... Tous les moyens de son bellicisme. C'était le discours, et le discours chargé de nous faire peur, en particulier le nucléaire en permanence. Pour moi, ce que je retiens du discours de vendredi, c'est pas ça du tout. Ce que je retiens, c'est l'autre guerre qu'il veut mener. La guerre contre la civilisation, la guerre contre notre façon de voir, notre façon d'être, la guerre de la vieille Russie contre l'Occident. Et c'est ça que je retiens. La guerre territoriale, finalement, il n'en a pas beaucoup parlé. Hein. Il a dit, ça y est, les 4 sont sous notre coupe, et puis terminé, on passe à autre chose. Hein. Voilà, mais tout ça était quand même fait pour célébrer cette annexion, entre guillemets, au territoire russe. Oui, Denis. Oui, mais en effet, le discours de vendredi, il était principalement, me semble-t-il, destiné à coaliser les ennemis de l'Occident, à envoyer un message à l'Afrique, à l'Asie, à tous ceux qui ne partagent pas nos valeurs ou qui les redoutent, pour qu'ils s'allient à lui. C'était plutôt ça son cadre. Et par ailleurs, sur la défense intransigeante du territoire russe, c'était aussi un message à l'égard de l'Occident. Il a occupé ces territoires sans les annexer pendant longtemps. Il peut les annexer sans les occuper complètement. Ça, c'est la fluctuation de son front. Par ailleurs, le message qu'il voulait dire, c'est « je ne reviendrai pas en arrière sur les motifs, les buts de ma guerre ». Donc vous, occidentaux, comprenez bien ça. Je ne reviendrai pas en arrière. Donc ça peut d'ailleurs ouvrir un jour la possibilité d'une discussion sur certaines bases. Voilà. C'est d'ailleurs une question que je voulais poser au général, c'est que au rythme où on va là, d'ailleurs ça permet d'éclairer peut-être sa position à lui, au rythme où on va là, au rythme de grignotage actuel, combien de temps ça prendrait, toutes choses égales par ailleurs, à l'Ukraine pour récupérer les 20% de territoire que Poutine a annexé des mois et des mois un certain temps, dit-on dans l'armée. C'est la réponse facile. Non, mais je le disais tout à l'heure. Est-ce que la dynamique de la victoire va provoquer une dynamique de la défaite? Donc, est-ce que ça va accélérer pour les Russes? La météo, ce qui se passe sur le terrain. Et je crois qu'il faut bien séparer Kherson et le Donbass et la Crimée. C'est un autre sujet. Et donc, la Crimée, on la laisse à part. J'ai un peu le sentiment, les choses de la mettre de côté. J'ai un peu le sentiment, pour aller au bout de ma pensée, qu'on voit par cet affrontement qui va durer que désormais, il paraît impossible que Poutine remporte une victoire, mais il n'est pas pour autant probable qu'il subisse une défaite définitive, c'est-à-dire que les territoires qu'il a annexés soient définitivement occupés par l'Ukraine. Donc on rentre quand même dans une guerre d'opposition longue, c'est ce qui me semble. Tout paraît, à la lumière de ces dernières heures, Elsa, tout paraît possible militairement. Oui, et il sait très bien que la guerre, et c'est aussi la raison pour laquelle ce discours est orienté vers nous, il sait très bien que désormais, il a perdu militairement, qu'il peut perdre plus si le soutien militaire se poursuit sur le terrain, qu'il peut perdre ces territoires dont il a annoncé l'annexion fictive ou réelle, peu importe. Il l'a annoncé. Les Russes ne vont pas aller en détail voir sur le territoire. En revanche, si l'Ukraine peut clamer d'ici quelques mois qu'elle a repris, par exemple, l'oblast de Donetsk, là, le camouflet sera important. Il sait donc que le point faible, c'est nous, et c'est nous qu'il convient maintenant de démotiver, d'effrayer à coups d'arguments nucléaires qui sont tout à fait, à défaut de plausibles, possibles, et puis aussi nous inquiéter en termes de élargissement du champ de la guerre, intervenir en mer Baltique, peut-être nous faire trembler dans d'autres espaces où nous avons des influences et des intérêts, mais c'est nous qui sommes désormais le maillon faible. Il est urgent et indispensable pour les Russes que le soutien militaire à l'Ukraine s'arrête. Alors, 2 questions justement sur le nucléaire. La première, c'est effectivement le recadrage de Kadyrov par le Kremlin. Donc Kadyrov, qu'est-ce qu'il disait? On en a beaucoup parlé ce week-end. Il dit, là, il faut aller jusqu'au bout. En l'occurrence, c'était une réaction à la chute de Liman, qui se trouve en territoire annexé par les Russes. Et Kadyrov disait des mesures plus drastiques devraient être prises. Oui. Et l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance en est un exemple. Il parle de ces fameuses armes nucléaires tactiques, c'est comme ça qu'on les appelle, des armes de champ de bataille. On a la certitude qu'elles existent, dans l'arsenal russe. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'a jamais eu de photo. Hein. Nous, on a montré une fois une vue d'artiste. On s'est fait un peu chauffer les oreilles parce que c'était une vue d'artiste, comme il y a plein de vues d'artistes. Non, mais on sait qu'il y a des missiles qui peuvent porter des charges nucléaires ou des charges classiques. Maintenant,
Aucune de ces armes n'a jamais été utilisée. Ni jamais testée, d'après ce qu'on a vu, ni jamais photographiée. Non. Donc Kadyrov est trop émotif à répliquer le Kremlin. Oui. Donc brusquement, on a un Kremlin qui agite sans arrêt cette possibilité de l'arme nucléaire, y compris vendredi dernier, et tout d'un coup qui dit non, dans les moments difficiles, les émotions doivent être exclues. Nous préférons, là c'est le porte-parole de Vladimir Poutine, Peskov, nous préférons faire des évaluations de la situation mesurées et objectives. Mais le commandant en chef, le président Poutine, ne nous a jamais menacé de l'arme nucléaire sous quelque prétexte que ce soit. Explicitement, non. Non, je dis important. même plus loin que ça. Il y a quelques jours, la seule fois où il a parlé de l'arme nucléaire, il a dit « si vous l'utilisez, sachez que nous l'avons ». Implicitement, ça veut dire quoi? Je ne l'utiliserai pas en première instance. Général, pardon de vous reprendre un peu sur ce point, mais avant même l'invasion de l'Ukraine, si je ne m'abuse, il avait évoqué la possibilité pour les Occidentaux alliés à l'Ukraine de pénétrer le territoire criméen, de pénétrer la Crimée. Et il avait dit, je vous rappelle que la Russie est une puissance nucléaire. Vous vous mettriez dans la situation de belligérant, et je vous rappelle que nous sommes une puissance nucléaire. Si ce n'est pas une menace, quand même, ça y ressemble. Mais précisément, David, le ver était dans le fruit. Les prémices de l'impuissance sont dessinées par les contours de la péninsule criméenne. Pourquoi? Parce qu'il considère bien sûr que c'est un territoire russe, et donc la même mécanique. S'il y a agression sur un territoire russe, je suis en droit de. Or, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des incursions de commando, vous avez des bombardements, vous avez de l'artillerie, vous avez des raids, et il ne se passe rien. Donc il faut, encore une fois, avoir les moyens de son bellicisme. Du bluff. Bluff. Mais ça fait partie de la dissuasion nucléaire. C'est cette ambivalence dont il ne faut pas sortir. Et c'est pour ça que le discours est ambivalent, flirtant toujours avec les limites, avec nos craintes. Non mais pardon Elsa, mais quand on dit si jamais vous franchissez cette ligne, nous nous réservons tous les moyens, y compris ça s'appelle la dissuasion. Et si la ligne est franchie et qu'il ne se passe rien, la dissuasion, elle se dégonfle un peu comme un souffle. Obama en Syrie. Oui, mais la ligne Obama rouge, en Syrie. Oui, mais ça c'est dépend exactement ce syndrome-là. Ça dépend à quel agresseur vous pensez. Exactement. Est-ce que si vous franchissez cette ligne, j'utiliserai mes armes nucléaires, ça s'adresse aux Ukrainiens ou est-ce que ça s'adresse aux puissances elles-mêmes nucléaires? Est-ce qu'on est dans un système de dissuasion du fort au fort ou dans un système de dissuasion du fort au faible? Non, mais elles en combattent l'occurrence, pas les puissances nucléaires. Non, justement, quand Poutine, quand il disait à propos de la Crimée, attention, la Crimée, il s'adressait à une alliance putative entre l'Ukraine et l'OTAN. Donc c'est pas tout à fait le même message et on n'y dissuade pas les mêmes choses. Il est dans une guerre, enfin là je m'avance sur un terrain... J'avance prudemment sur un terrain qui n'est pas le mien, mais il me semble qu'il est dans une guerre conventionnelle avec un ennemi conventionnel, l'Ukraine, et qu'il menace de ses armes nucléaires, je ne parle pas de Kadyrov, je parle de Poutine, il menace de ses armes nucléaires d'autres puissances nucléaires. À une nuance près. D'une certaine manière, ça bloque l'escalade. Son entourage, aussi paradoxal que ça, et notamment ça puisse Medvedev, lui, était beaucoup plus explicite sur la menace vis-à-vis de l'Ukraine, pas seulement vis-à-vis des Occidentaux. Après, on dit Medvedev, de fait, c'est plutôt un marginal. Enfin bon, il a été... Poutine l'a installé à la présidence quand lui était Premier ministre pour lui permettre de revenir ensuite au Kremlin comme président. Le deuxième fait nucléaire, mais là je voudrais votre sentiment parce que ça demande sans doute confirmation. Un rapport du renseignement de l'OTAN indiquerait que le Belgorod, c'est-à-dire le plus grand des sous-marins à propulsion nucléaire lanceur d'engins, qui est russe, qui fait, si je ne m'abuse, 184 mètres de long, ce sous-marin a quitté sa base, aurait quitté sa base et serait donc d'une certaine manière en alerte, sinon en exercice, dans les eaux. Donc la Republica, qui se fait notamment l'écho de cette information sur ce rapport des services de renseignement de l'OTAN, indique même que ce sous-marin qui transporte par ailleurs en son sein les fameuses torpilles présentées comme les torpilles de l'Apocalypse, qui peuvent franchir 10 000 kilomètres avec une très grosse charge nucléaire. La Republica indique que ce sous-marin est mis au vert parce qu'il aurait pu croiser dans les eaux souterraines de la Baltique ces dernières semaines et intervenir auprès d'un certain gazoduc. Donc ça, c'est la Republica. Donc, mais procédons par ordre. Est-ce que vous avez entendu parler, puisque l'OTAN, c'était votre maison, est-ce que vous avez entendu parler de ce rapport de l'OTAN, général? Oui, j'ai entendu parler du rapport de l'OTAN, bien sûr. Le premier point, mais je l'ai entendu comme vous, par les presses ouvertes. Je n'ai pas d'accès
au secret de l'OTAN. Mais si vous voulez, deux éléments. Le premier, l'OTAN est attentif, surveille, regarde partout. Deuxièmement, les Russes utilisent leurs armements un peu partout. Et celui-ci en fait partie. Moi, je ne suis pas très surpris, si vous voulez. Les sous-marins nucléaires seraient au port au moment où il y a la guerre. Je serais un peu surpris. Ils sont dehors, ça me paraît normal. Je parle des nôtres également, d'ailleurs, au passage. Et le deuxième point, c'est que l'OTAN... Alors, sur la Baltique, je ne sais pas. Sur la Baltique, comme vous le savez, les bouillonnements se sont arrêtés hier. Donc maintenant, on va pouvoir aller inspecter et regarder comment ont été placées les charges, si ça vient de l'intérieur, parce qu'il n'est pas impossible que ce soit, vous savez, le robot qui inspecte les pipes, qui soit, au lieu d'avoir une caméra, on lui met une charge explosive. C'est très possible. Hein. Donc si la charge est vers l'extérieur ou vers l'intérieur, en fonction des extraits qu'on peut prendre des explosifs qui ont été utilisés, il y a toute une enquête qui va suivre, qui va permettre de voir ce qui s'est passé. Ce robot-là, il est russe? Oui, bien sûr, puisque le gazoduc... Là maintenant, c'est les Russes. Oui, là maintenant, c'est les Russes. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... On en parle parfois d'un groupe mafieux qui aurait fait ça. Ça a fait monter de 17%, je crois, le prix du gaz à ce moment-là. Enfin, il y a plein d'hypothèses. Alors, on a dit les que Russes... c'était trop compliqué pour un groupe mafieux, mais... Ça dépend de l'ampleur du groupe mafieux. Il y a des groupes mafieux qui sont capables d'avoir des nageurs de combat payés, qui viennent des Spetsnaz russes et qui sont payés pour aller à 80 mètres. Hein. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que, il me paraît normal que chacun des belligérants, même s'ils ne sont pas co-belligérants, utilisent leurs armements un peu partout. Il me paraît rassurant que l'OTAN surveille ça de près. Donc ça fait partie de ces signaux dont on nous disait que les États-Unis surveillaient le plus précisément possible. Vincent. Une hypothèse que j'aimais, que je soumets à votre sagacité. Souvenez-vous que très souvent, les Américains ont dit et répété qu'aucun indice pratique, objectif de mouvement vers des silos, de mobilisation d'officiers spécialisés dans le nucléaire, n'attestait l'hypothèse d'une montée du péril nucléaire. Faire des ronds dans l'eau à un sous-marin tel que le Belgorod, c'est peut-être une manière de dire que voilà, les choses peuvent bouger. C'est peut-être une manière d'essayer de désamorcer ce procès récurrent et relativement crédible d'ailleurs, d'une différence béante entre la rhétorique et les actions pratiques. J'ajoute un point, c'est que le Belgorod est un prototype. Hein. Il a été lancé il y a 2 mois, on en a parlé. On ne l'a jamais vu vraiment en action. Et donc, vous savez, il y a beaucoup de prototypes dans l'armée russe qui ont une dangerosité limitée. Hein. Il y a des précédents, pas seulement pour les prototypes. Oui. Enfin, de dangerosité, sauf pour les marins qui sont à bord. On pense évidemment aux Kursk. Mais simplement, dans cette affaire de nucléaire, tout est psychologique. Et on dit longtemps, ici, vous le dites, vous, général, vous le dites, vous, Vincent, vous le dites, tout le monde le dit, qu'ici, a priori, c'est des gesticulations de Vladimir Poutine. Bon, et que, voilà, l'affaire est psychologique, impressionner, encore une fois, les opinions occidentales. Donc, restons sereins. Mais simplement, on n'a pas besoin d'un engin monstre comme celui-là pour exercer la dissuasion nucléaire. Les sous-marins français sont beaucoup plus petits et pour autant, ils sont tout à fait dissuasifs. Enfin, ils sont tout à fait opérationnels. Non, mais bien sûr. Et la Russie dispose d'autres sous-marins, lanceurs d'engins, qui sont probablement à la mer, à d'autres endroits. Là, on parle du Belgorod parce que, je vous dis, on en a parlé il y a 2 ou 3 mois, quand il est sorti la première fois. Donc, on en parle parce que c'est un monstre, parce que c'est un prototype, parce que... Souvenez-vous, le président... Parce qu'il impressionne. Voilà, il impressionne, mais... Et il est fait pour ça. Oui, exactement. Et il est fait pour ça. Et c'est aussi une des manières, parfois, d'attirer le regard vers d'autres objets quand il faudrait s'empresser de regarder ailleurs. Il faudrait regarder où ? De continuer à regarder, par exemple, attentivement, comme vous le faites, notamment les signaux faibles de dissension dans l'establishment, les départs, les mouvements de fonds, les rachats de certains capitaux. Disons qu'il faudrait aller plus au cœur et suivre les signaux faibles au cœur de ce qui fait le pouvoir, plutôt que de courir à côté de quelque chose qui est très massif et qui capte le regard. Que sont devenus les fameux missiles hypersoniques, hypervéloces, dont on a fait effet des gorges chaudes au début du conflit, qui devaient être les armes fatales et absolues? Il y en a 2, 3 qui ont été tirés, avec un bonheur inégal d'ailleurs, en termes de trajectoire. Depuis, rien. Là aussi, c'est assez troublant quand même.
quand on dispose d'un arsenal aussi impressionnant et qu'on n'est pas capable de le mettre en batterie, d'en faire un atout tactique et stratégique, c'est quand même qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Denis, question, réflexion là-dessus? Est-ce qu'on vous en parle autour de vous? Parce que moi, on continue à m'en parler énormément. Ah, la menace nucléaire. Alors j'ai beau dire, là, pour le coup, il y a un fait. Vladimir Poutine, même s'il ne l'a pas fait lui-même explicitement, avait dit, si ces territoires qui sont désormais russes sont attaqués, nous utiliserons tous les moyens possibles. Eh bien, on voit qu'il ne se passe rien. Peut-être que demain, il se passera quelque chose. Enfin, 30 km gagnés au nord, 30 km gagnés au sud, dans ces régions annexées, entre guillemets, par la Russie, et il ne se passe rien. Mais on continue à en parler, parce que c'est le but recherché par Vladimir Poutine. Est-ce qu'on vous en parle beaucoup autour de vous? Non, pas tant que ça. J'ai l'impression que c'est voilà, un peu... Non, mais j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, d'abord, on a du mal, en tant qu'être humain rationnel, enfin, ou pas si rationnel que ça, à se figurer une menace nucléaire. On a les biais cognitifs qui sont en nous font tout pour éviter de se poser cette question parce que ça nous empêcherait de vivre. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'à répéter, en tout cas à entendre que cette menace est répétée sans qu'elle ne se matérialise, elle s'émousse. C'est Pierre et le loup. Ça ne veut pas dire du tout que ça n'est pas là, que ça n'est pas un danger. Et puis une fois encore, comme vous le savez, il y a une gradation dans l'utilisation d'armes nucléaires. Donc c'est vrai que la perspective d'une apocalypse nucléaire n'est à l'esprit de pas grand monde, je crois. Oui. La possibilité, le cas échéant, si les choses tournent mal, d'un échange nucléaire limité, oui, ça paraît plausible, sinon probable. Enfin, en tout cas, ça peut être une source d'inquiétude. Je ne dis pas que ça va se produire, mais ça peut être une source d'inquiétude. Dernière déclaration, on s'interroge toujours. Le général Petraeus, vous vous souvenez du général Petraeus, il était directeur de la CIA. Qui a été celui qui a mené enfin, c'est un grand stratège très connu dans l'armée américaine, puisque c'est lui qui a dirigé la montée en puissance en Irak et en Afghanistan. En Afghanistan, etc. Ouais. Et ben voilà ce qu'il déclare, le général Petraeus, interrogé sur la chaîne américaine ABC. Voilà ce qu'il déclare. Il dit il faut prendre la menace nucléaire russe au sérieux. Et puis il ajoute les États-Unis, mais ça on en avait déjà parlé. Les États-Unis ont communiqué à la Russie ce qui se passerait en réponse en cas d'utilisation d'une frappe nucléaire tactique, de champ de bataille. On répondra en menant une opération conjointe avec l'OTAN qui ciblera toutes les forces conventionnelles russes qu'on verra, qu'on identifiera sur les champs de bataille en Ukraine. Ce sont toujours ces déclarations. Mais aussi les navires de guerre, la flotte russe en Crimée. Mais pourquoi est-ce qu'il déclare ça? On va revoir cette déclaration. Toujours agir comme si l'improbable était possible. C'est le métier de ces gens-là, c'est le métier des stratèges, c'est le métier des gens qui planifient le nucléaire. S'ils ne le faisaient pas, je serais profondément inquiet comme citoyen. Oui, mais le dire publiquement. Non, mais une fois encore, David... avait déjà annoncé ça il y a 1 ou 2 mois, en disant « Nous avons prévu des options ». On prévoit toutes les options. Oui, tout le spectre. Et c'est le principe même, c'est le cœur, c'est l'essence de la dissuasion. C'est l'essence de la dissuasion. C'est tu me menaces d'une frappe nucléaire, sache que je riposterai. Et le sommet de cette dissuasion étant la destruction des deux adversaires. Alors là, on n'est même pas dans ce cas de chaque fois qu'il y a une... C'est pas tu évidemment qu'il prend au sérieux la menace. C'est tu menaces de l'utiliser en Ukraine sur le champ de bataille. Ces bombes, encore une fois, de faible portée, entre guillemets. Et c'est dans ce cadre-là. Oui, parce que très sérieusement, on parle toujours de la dissuasion nucléaire stratégique. Ça, comme dit Lavrov, c'est la fin du monde, donc on n'en parle pas en gros. En revanche, le tactique, on l'évalue jamais. On vous dit, quand vous dites des petits, des machins, pour moi, le nucléaire, il est jamais petit. Oui, c'est ça. Donc, et on dit que ce serait, pardon de vous interrompre, l'équivalent de ce qui s'est passé sur le port de Beyrouth, quand il y a eu cette fameuse explosion qui a fait 200 morts et soufflé les immeubles dans un rayon de 2 km. Mais le sujet, c'est la réaction que ça entraîne. Je pense que l'option qui est présentée, c'est pour que les Russes réalisent bien ce que ce serait, puisqu'on n'y a jamais pensé. Eh bien, regardez ce que vous voulez. Vous voulez tirer une arme nucléaire tactique à tel endroit? C'est toute la flotte russe, toutes les choses visibles, et Dieu sait si les Américains envoient des choses qui seraient rasées. Donc la disproportion est telle que n'y pensez même pas. Parce que le tactique, on n'a jamais vraiment réfléchi à ce que c'était. C'est pour ça que je dis toujours, tactique et stratégique, tout ça, c'est pareil. Mais c'est aussi pour signifier que nous vous observons, nous savons ce que vous faites, et nous savons la différence entre ce que vous prétendez faire et ce que vous faites réellement, et nous réagirons. Donc c'est aussi un moyen de prévenir.
en dénonçant de manière un peu préventive ce qui est en train de se passer.